Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Bien sûr que l'actualité est toute brûlante aujourd'hui en Côte d'Ivoire et on n'a pas trouvé mieux que le docteur Doumbia Major, qui est le président du CPR. On va discuter avec lui tout à l'heure de son parti politique pour parler de l'actualité en Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Voilà, comme Voilà, merci bien docteur d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu de l'actualité aussi brûlante en Côte d'Ivoire. Docteur, je sais que vous avez été en son temps l'une des figures de la FESI. On va commencer par l'éducation en Côte d'Ivoire. Les universités étaient fermées. Après un mois, c'est la réouverture des universités en Côte d'Ivoire. Votre point de vue là-dessus? La fermeture des universités, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant que nous partions dans presque la 3e année blanche en Côte d'Ivoire. Cela montre à quel point le gouvernement Ouattara ne se préoccupe pas de l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont inscrits à l'université. Nous payons pour leur présence dans ces universités-là. Nous finançons leurs études, mais les années passent, les enfants ne vont pas de l'avant. Et quand vous voyez les amphis à l'université qui ne suffisent pas, alors qu'on nous apprend que Ouattara va construire des amphis au Bénin à 530 millions. Ça montre à quel point ce monsieur est prêt à ignorer l'avenir même des enfants ivoiriens au profit des actes pour sa gloire personnelle. Puis il veut qu'on inscrive dans des universités étrangères, des universités africaines, son nom sur des amphithéâtres. Nous disons que tout ça, c'est méchant. C'est méchant quand vous voyez le coût des inscriptions qui a augmenté, alors que Ouattara lui-même se plaignait quand le président Laurent Gbagbo voulait faire passer le prix de la scolarité de 6 000 à 50 000. Avec Ouattara, on se plaint ici de cette augmentation. Le président Gbagbo a même été traité de président qui incite les jeunes filles à aller se prostituer. Lorsque, prenant la parole, il a demandé à une jeune fille de demander à son petit ami de lui payer cette scolarité et que 50 000 francs n'étaient pas quand même exorbitants. Nous avons dit que n'était pas sérieux. Mais une fois que Ouattara est arrivé au pouvoir, on a vu les frais de scolarité passer à 100 000, 200 000, 300 000 et dans certaines facultés et départements à 1 300 000. Et ce n'est pas sérieux dans une université publique où l'école est devenue l'école des riches. Et les pauvres, les enfants des pauvres, ne peuvent pas avoir accès à certains diplômes parce que les masters, les DSS, ça ne fait pas du tout sérieux. Aujourd'hui, Ouattara a préféré mettre les FRC dans les cités et laisser nos enfants dans la rue qui ne savent pas où dormir. Les enfants dorment dans les amphithéâtres à Abobo, à Gamé. Ils se lavent sur les campus. Parce que certains qui viennent du fond de Bondoukou, du fond de Mans, ils n'ont pas de tuteur à Abidjan, ils n'ont pas de moyens pour se loger. Les cités sont fermées. Voyez-vous, on nous a fait croire qu'on avait investi plus de 110 milliards, certains parlent de 140 milliards dans les universités pour leur réhabilitation et leur équipement. Mais vous voyez que aujourd'hui, l'université d'Abidjan, quand vous allez à la bibliothèque, les ouvrages sont des ouvrages de 1965. Avec des ouvrages de 1965, comment vous voulez que les étudiants puissent réussir? Le système LMD qui est appliqué est mal appliqué. Les schémas d'employabilité qu'il faut mettre en place pour les universités, ce sont des schémas qui sont inexistants. Il n'y a pas de réforme
véritable du système d'enseignement supérieur, de l'éducation nationale même de base, pour que nos enfants ne soient plus formés à être des chômeurs. Et aujourd'hui, les enseignants qui ont leurs arriérés, les primes qui ne sont pas payées, et pendant qu'on paye des primes de joueurs 2 fois au moment où dans des ministères et à la FIF, on fait disparaître cet argent et personne n'est sanctionné. À part, nous venons de voir la démission d'un ministre, mais quand on reproche quelque chose de ce genre à un ministre, on le poursuit, on ne fait pas que de mettre. Il faut le poursuivre pour qu'il aille en prison parce que dans nos prisons, il y a des gens qui ont volé moins que 10 000 francs CFA, des voleurs de poulets qui s'y trouvent. Donc ce ne sont pas des voleurs de milliards, il faut laisser tranquillement se promener. Ça fait de justice à géométrie variable. Alors, docteur, avec votre permission. Les enseignants ont levé momentanément leur mot d'ordre de grève. Donc, mais ça n'augure pas de lendemain meilleur. Les enfants iront peut-être à l'école, mais tant que le problème n'est pas réglé, la question de l'année blanche demeurera. Donc, nous demandons à Ouattara de régler le problème des enseignants et de faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école sereinement, parce que nous autres n'avons pas scolarisé nos enfants dans des universités étrangères. Nous avons eu confiance en la Côte d'Ivoire, parce que nous avons nous-mêmes fait nos études là-bas. Nous avons eu confiance, nous avons laissé nos enfants dans les universités. Il ne faut pas que Ouattara gâche l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, il est en train de gâcher l'avenir de nos enfants. Alors, docteur, c'est vrai qu'on a revenu tout à l'heure sur le problème du sport dont vous parliez, il y a de cela quelques secondes. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que, vous parlez de Ouattara, est-ce que Ouattara n'a pas hérité d'une procédure antécédente, par exemple? Une procédure, qu'est-ce que vous signifiez par une procédure antécédente? Est-ce que le système aujourd'hui scolaire en Côte d'Ivoire n'émane pas un peu du pouvoir précédent pour que Ouattara puisse aujourd'hui essayer de régler le problème? Non, il ne s'agit pas de ça. Ouattara a promis un système nouveau qui allait conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et cette émergence dont il parle ne peut se construire que sur l'école. Et il a donc un programme qui prend en compte des exigences liées à la politique d'émergence. Donc nous, ce que nous voulions voir lorsque Ouattara prend le pouvoir, c'est une réforme du système éducatif, parce que jusque-là, on avait un système éducatif qui datait un peu de la colonisation, de ce que les colons nous ont laissé, que le président Oufoué a essayé d'améliorer. Il a fait un travail fantastique avec les moyens de son temps. Et le président Gbagbo a pris le décret pour mettre en place le système LMD. Ouattara devait, quant à lui, travailler à l'amélioration, à la mise en place de la réforme LMD, puisque la décision a été prise par le président Laurent Gbagbo qui a commencé à mettre en œuvre le LMD. Alors, c'est à Ouattara de faire en sorte que nos étudiants, que notre système puisse répondre à ce qu'on appelle aux exigences d'employabilité. Voilà. Donc il a eu 4 ans pour mettre cela en œuvre. Pendant ces 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé nos enfants à la maison pendant 1 an, une année blanche. Nous sommes en train d'aller vers la 3e année blanche. Donc ce n'est pas une question d'héritage brûlant. Non, absolument pas. C'est une question d'insuffisance et de manque de volonté politique de Ouattara. Si j'avais été à sa place, en tout cas, je ne ferais pas les choses comme il le fait.
Alors, merci bien, docteur. C'était juste d'entrée de jeu votre point de vue sur le système éducatif en Côte d'Ivoire. Comme je le disais, l'actualité brûlante aujourd'hui, c'est la coalition nationale pour le changement. C'est vrai que vous n'y étiez pas, vous vous êtes fait représenter. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette coalition pourrait éventuellement faire tomber le docteur Ouattara, parce que c'est un peu l'objectif que vous recherchez, le président Ouattara? Notre coalition n'a pas pour but de faire tomber le docteur Alassane Ouattara aujourd'hui. Notre coalition est une coalition politique qui s'inscrit dans un combat pour les intérêts des Ivoiriens. Et donc, il y a des échéances électorales en octobre et non aujourd'hui. Nous ne sommes pas des putschistes pour faire tomber un régime avant le terme fixé pour les échéances électorales. Donc nous sommes logiquement dans une démarche démocratique. Nous ne sommes pas des personnes qui allons user d'une forme de violence ou d'insurrection pour chasser Ouattara du pouvoir a priori. Mais nous disons que cette coalition-là est mise en place pour demander les conditions d'une élection transparente et démocratique. Voyez-vous, et cette coalition demande les conditions d'une élection transparente et démocratique. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec la CEI actuelle. Nous ne sommes pas d'accord avec une CEI qui est mécaniquement majoritaire au profit de Ouattara. Nous ne sommes pas d'accord avec une CEI qui n'est pas effectivement indépendante de la présidence de la République. Nous ne sommes pas d'accord avec une CEI qui maintient Youssouf Bakayoko à la tête de l'institution alors que la loi sur les élections, donc la réforme 2005 du code électoral a dit clairement que le président de la commission électorale était élu pour un mandat et pour organiser une élection. Donc une fois que les élections présidentielles, législatives et municipales sont terminées, écoutez, on ne peut pas garder à la tête de l'institution cette même personne qui d'ailleurs a une position très partiale, avec des collusions avec la présidence de la République. Quand on sait que les nièces de Youssouf Bakayoko reçoivent des bourses présidentielles pour aller faire des études au Maroc puis en France, voyez-vous, nous voyons que ce n'est pas une institution indépendante. Parce que avec des arrangements entre le président de cette institution et la présidence. Quand nous savons les liens qu'il y a entre des personnes comme Nienema, des personnes comme Sidiki Konaté du RDR et Youssouf Bakayoko, parce que nous avons des données au jour d'aujourd'hui qui établissent des liens entre ces différentes personnes. Quand nous savons que les hommes de Nienema, on nous dit qu'ils ont établi des millions de certificats de nationalité et qu'il y a un lien entre ces personnes-là et M. Youssouf Bakayoko, nous nous posons beaucoup de questions. Et donc, M. Youssouf Bakayoko ne peut pas garantir la transparence des élections en Côte d'Ivoire. Il pose problème. Et demander les élections transparentes en Côte d'Ivoire, c'est aussi refuser les modifications intéressées du code électoral qui vient d'être effectué par M. Ahmed Bakayoko, qui permet des fraudes à quantité industrielle dans la mesure où désormais le vote multiple est permis. Un individu peut voter à celui-là et le lendemain et le même jour prendre un cas, aller voter à Yopougon, puis à Daloa. Parce que
il y a une nouvelle cause qui permet qu'un individu qui est inscrit dans une région peut voter partout. Même aujourd'hui en France, où les élections sont sécurisées, il y a des fraudes et on ne permet pas cela. Quand vous devez voter et que vous n'êtes pas là, vous allez signer une procuration à la police, vous envoyez la carte d'identité de celui qui va vous représenter et le jour du vote, cette personne va voter pour vous. Jusqu'en 2015, là, c'est ce qui s'est fait en France. Donc on ne peut pas accepter qu'en Côte d'Ivoire, où toutes sortes de fraudes est possible, où la malhonnêteté de certains de nos dirigeants n'est plus aujourd'hui cachée, où la corruption de certains de nos dirigeants est ostensible et visible. On ne peut pas accepter ce genre de pratique avec des instruments d'élection gérés par des gens comme les Sidi Kanyasi. On ne peut pas accepter des votes multiples de ce genre. Ce n'est pas possible, on ne garantira pas la transparence des élections. Voyez-vous, et nous avons d'autres exigences au niveau de la Constitution qui ne doit pas être modifiée de façon partisane par un candidat, notamment la question de l'article 35. Nous avons posé nos conditions pour dire que ce n'est pas possible et acceptable qu'on modifie les articles de loi de la Constitution au profit d'un candidat. Et donc, nous disons que nous ne sommes pas opposés à la modification de l'article 35, mais si modification il y a, il faut que ces modifications se fassent en respectant la Constitution de Côte d'Ivoire qui prévoit que ces articles-là doivent être modifiés de façon référendaire. Voyez-vous? Et nous n'acceptons pas donc que Ouattara puisse évoquer la jurisprudence pour faire usage de l'article 48. La seule jurisprudence qui tient aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui peut être reproduite, c'est l'arrêt Tiakoné. L'arrêt Tiakoné. Et donc, tant que l'arrêt Tiakoné n'est pas cassé, voyez-vous qu'on ne peut pas parler d'une autre jurisprudence en dehors de l'arrêt Tiakoné. Donc, c'est la seule jurisprudence, la seule décision de justice en la matière qui vaille et qui peut être évoquée comme jurisprudence. Et même si Ouattara voulait évoquer l'article 48 qui a été utilisé comme élément jurisprudentiel, et cela n'est possible que lorsque les conditions d'usage de l'article 48 sont réunies. Ça veut dire qu'il faut que Ouattara crée une guerre ou mette la Côte d'Ivoire dans une situation où la stabilité même du pays est en danger pour qu'il puisse faire usage de l'article 48. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de paix, il n'y a pas de guerre. Donc, il ne peut pas évoquer l'article 48. La guerre est finie. Et elle-même qui le dit, ce sont ces paroles que je répète. La guerre est finie en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que la guerre est finie en Côte d'Ivoire qu'il a pris à un moment donné un certain type de décision en donnant des ordres à certains militaires pour dire la guerre est finie en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, non, ce sont nos exigences. Ce sont des exigences démocratiques pour garantir la transparence des élections. Et donc, nous ne sommes pas là pour accompagner Ouattara vers son élection. Nous allons lui demander de prendre en compte ces exigences-là qui sont des exigences d'intelligence et de rationalité. Et comme nous pensons et supposons que c'est quelqu'un d'intelligent et de rationnel qui veut, comme nous, la démocratie, alors nous disons d'emblée qu'il fera en sorte que ces conditions-là soient réunies. Et si ces conditions sont réunies, nous allons le battre. Nous allons le battre à ces élections parce qu'il n'est pas populaire. Vous l'avez vu au stade qu'il n'a pas pu remplir. Il nous a dit qu'il allait inviter 200 000 personnes. Vous avez vu qu'il n'a pas pu rassembler plus de 25 000 personnes dans un stade qui était quasiment vide la dernière fois à sa convention d'investiture.
nous allons le battre parce qu'il y a une défection totale dans ses rangs, parce qu'il a trahi ses promesses publiques. Nous allons le battre parce qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont déçus du Ouattara, qui a fait croire qu'il venait pour changer la Côte d'Ivoire positivement, mais qui voit que M. Ouattara lui-même pose des actes de népotisme. Il est le maître de l'impunité en Côte d'Ivoire. Il est celui qui donne des marchés publics à ses enfants. Il est celui qui prend des décrets pour faire soutenir financièrement les entreprises de ses enfants par l'État de Côte d'Ivoire, alors que les entreprises des autres Ivoiriens sont en difficulté. Vous avez vu donc un Ouattara qui a promis 5 universités en 5 ans, mais qui a été incapable de construire une seule université, et la seule qui l'a fait réhabiliter, l'argent de la réhabilitation a été détourné, et les acteurs de ce détournement-là sont en totale liberté, et mieux, il en a nommé certains comme ministres de la fonction publique. Voyez-vous? Donc, après ces vols de deniers publics que tout le monde constate, après ces actes de népotisme aggravés que tout le monde constate, après l'impunité, l'injustice et la justice des vainqueurs qu'il pratique, après la réconciliation qu'il n'a pas pu mettre en œuvre et qu'il ne peut pas mettre en œuvre, parce qu'il a une position de seigneur de guerre. Au lieu de se mettre au-dessus de la mêlée pour unir tous les fils de Côte d'Ivoire, aujourd'hui Ouattara a une posture de partisan, une posture de chef de clan qui se met dans un groupe contre une autre partie des Ivoiriens. Dès lors, c'est l'échec total pour la réconciliation. Et avec donc ce que nous voyons, il n'y a aucun Ivoirien doté de raison qui peut laisser à la tête de son pays un individu qui ne peut pas apporter la paix, parce que lui-même, il n'est plus la solution, mais il est un problème. Donc il faut dégager ce problème pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Ok, alors docteur, nous allons en parler tout à l'heure. Docteur, à vous entendre, là, vous évoquez un certain nombre de problèmes. Je voudrais citer en autre, par exemple, l'établissement des certificats de nationalité en gogo. Vous parlez du vote multiple. Vous avez parlé de la fraude, de la malhonnêteté, de la corruption en Côte d'Ivoire. Vous parliez de la non-garantie de la transparence des élections. Vous avez parlé de l'article 35 de l'arrêt Siakone. Vous avez parlé de l'impunité. Au niveau de l'impunité, par exemple, il y a eu des détournements au niveau des biens publics par le ministre Bakongo qui est resté sans suite. Il y a eu le scandale financier lors de la dernière mission du Premier ministre Duncan, dont le président de la République a parlé. Il y a eu cette histoire de la prime des éléphants détournés. C'est vrai qu'on a sacrifié un peu le ministre Lobognon. Alors, la question que je m'avais vous poser ici, docteur, vous, est-ce que ce n'est pas de manière tacite nous faire part un peu des difficultés que va connaître cette coalition? Alors, de quoi disposez-vous aujourd'hui comme, je dirais, atout garanti pour renforcer, je dirais, la procédure, l'existence de cette coalition pour pallier un peu aux mots dont vous parlez? Oui, quand vous avez cité les scandales aujourd'hui que nous voyons à profusion et dans une totale impunité, vous avez oublié de citer les Anne Oloto qui ont attribué des marchés à Bictogo, qui ont mis en place des entreprises, la fête Satarem Grinsol, des entreprises en moins de 2 mois qui ont rappelé des marchés, et Anne Oloto a été dénoncée par la Direction générale des marchés publics. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a été uniquement annulé. Vous avez oublié l'affaire Satarem, l'affaire Felped, avec Kandia Kamara, qui a mis en place un système d'inscription payant dans les écoles primaires, juste pour inscrire des gens en ligne, mettre uniquement des formulaires PHP en ligne, ça a été payé, et c'est à coût de milliards. Vous oubliez les affaires Toukara, voyez-vous, avec les sociétés Stylus et autres. Voyez-vous, donc, ce sont un régime de scandale, un régime de corruption
généralisé. C'est un régime où l'impunité, l'enrichissement illicite est devenu le sport favori et une chose normale. Et donc, lorsque les journaux font cas de cela, il n'y a que des jeux de chaises musicales où on prend tel, on le dépose ici un peu pour qu'on l'oublie, on le ramène là, et après, comme dans le cas du Togo, qui a détourné même des fonds prévus pour l'indemnisation des victimes des déchets toxiques. Aujourd'hui, c'est lui qui a tous les marchés publics en Côte d'Ivoire, y compris le dernier marché du recensement pour la prétendue CNU. Et ça, on pourra en parler parce qu'encore, c'est une arnaque aux Ivoiriens. Il y a encore le marché de l'aéroport, des visas de l'aéroport, qu'il a fait attribuer à une société occidentale. Hein? Donc, il n'est que le sous-traitant, en quelque sorte. Donc, voyez-vous, c'est une sorte de corruption, une sorte de vol, de la course à l'enrichissement. On enrichit ses proches sous des faux prétextes de travaux éphémères, où on donne des emplois, mais au bout de 6 mois, quand le chantier est fini, les jeunes vont tous au chômage. Donc, Ouattara est le champion de l'enrichissement de ses proches. Il n'est pas capable d'enrichir les Ivoiriens. Alors, comment comptez-vous, docteur, comment vous allez... Comptons-nous pallier à ces mots que nous venons de citer. Nous avons dit que nous n'allons pas soigner ces mots uniquement par des mots. Mots M-A-U-X et mots M-O-T. Non, nous allons aller au-delà des mots. Voyez-vous, aller au-delà des mots, c'est d'abord de dire que la coalition que nous avons formée est une coalition qui est structurée autour d'un pacte. Et ce pacte-là, c'est la charte qui fonde notre union. La charte, c'est un engagement que nous prenons devant le peuple. Et ça, c'est une chose nouvelle en Côte d'Ivoire, que des personnes se réunissent pour prendre un engagement public devant la nation pour dire nous allons faire ceci. Nous allons nous battre pour ceci et voici le contrat de notre union. C'est une chose nouvelle. Et donc, quel est le contenu de cette charte? Le contenu de cette charte est d'abord de dire que nous nous battons pour la réconciliation nationale. Et c'est d'ailleurs ce slogan de réconciliation nationale, cette volonté de vouloir la réconciliation nationale qui fait que le Premier ministre Charles Konabani nous a rejoints. Parce qu'à lui-même était confiée cette mission qui a été sabotée par Ouattara et il nous a dit, si vous parlez de réconciliation et que vous voulez vraiment la réconciliation, je suis avec vous pour ce combat. Parce que c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour vouloir réconcilier les Ivoiriens, mais Ouattara a saboté ce schéma de réconciliation que j'ai mis en place. Et donc, s'il y a un groupe qui décide de s'engager dans ce schéma de réconciliation nationale, je suis là pour vous apporter mon expertise, je suis là pour vous apporter ma volonté de changement de la Côte d'Ivoire parce que je veux que les Ivoiriens se réconcilient. Nous avons dit, Monsieur le Premier ministre, vous êtes le bienvenu dans cette coalition. Et il est arrivé. Et donc, cette réconciliation que nous voulons, c'est autour d'une charte, d'un pacte. Nous avons dit que nous nous engageons pour faire en sorte que plus jamais en Côte d'Ivoire, la question de l'ethnicité soit une question centrale dans le débat politique, dans les discours politiques. Nous nous engageons à censurer les discours de haine. Nous nous engageons à condamner les discours d'ethnicité, les discours communautaires, les discours divisionnistes et les discours tels que les discours de rattrapage ethnique. Donc, les Ivoiriens peuvent être totalement rassurés que vous soyez Djoula, Bété, Guéré ou autre, désormais, aucun de vos leaders n'acceptera que quelqu'un vous insulte et que quelqu'un vous ostracise sur la base ethnique, régionale ou religieuse. Que vous soyez de peau blanche, mais ivoirien, que vous soyez de peau noire, peu importe, désormais on est tous ivoiriens et cet engagement est pris pour que chaque Ivoirien se sente Ivoirien et qu'il vive sa citoyenneté pleinement. Je
sorte qu'il n'y ait plus de conflit. Nous nous démarquons à cet effet de Ouattara qui va à Bobo pour dire si nous avons. Non, nous ne sommes plus dans des schémas d'altérité où tu te mets dans un camp contre d'autres. Ça, c'est irresponsable. Nous avons dit il n'y a plus de nous, il n'y a plus de eux. Nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous un peuple. Et donc, c'est un engagement d'unité pour l'unité nationale. C'est un engagement aussi contre le vol des deniers publics. Nous avons dit, nous sommes contre et nous condamnons le vol des deniers publics. Nous sommes contre aussi le favoritisme, le planisme, le clientélisme et le népotisme tel que le pratique Ouattara. Et nous nous engageons dans ce sens-là. Donc les Ivoiriens peuvent être assurés qu'avec ceux qui sont là, qui ont signé un pacte public dans ce sens, plus personne ne fera de favoritisme en Côte d'Ivoire parce que nous tous avons surveillé cela. Donc désormais c'est l'égalité. Contrairement à Ouattara qui allait crier dans ses spots de campagne, je suis choqué que le pays du faux Boigny soit devenu le pays où les relations priment sur la compétence. Alors, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait quoi? Il a été le premier à nommer son frère comme ministre chargé des affaires présidentielles, avec le rang de ministre d'État. Il a nommé ce même frère comme DAF à la présidence, ce même frère député. Mais c'est ce qu'on appelle des mélanges de genres. C'est ce qu'on appelle des conflits d'intérêts flagrants. Et ça, ce n'est pas sérieux. Et c'est ce qu'on appelle du népotisme. Et le népotisme de Ouattara est un népotisme aggravé. Puisque son frère même, il le met dans l'ordre protocolaire au-dessus des vrais ministres qui travaillent. Un ministre qui a un poste peu vide, un continent flottant qui veut dire à la fois tout et rien. Le même Ouattara qui donne des marchés publics à ses enfants, sans passer par les procédures d'appel d'offres, de gré à gré. Ça ne fait pas sérieux. Et nous avons dit dans notre charte, nous allons condamner ce genre de pratique. Donc les Ivoiriens peuvent être rassurés. C'est des hommes qui arrivent avec un pacte pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà comment nous allons combattre ces mots-là. Et tous ces engagements sont inscrits clairement dans notre charte. Et c'est autour de ces engagements que nous allons construire la Côte d'Ivoire nouvelle qui va aller vers le développement. Et le développement que nous voulons, ce n'est pas un développement avec la construction de 2 ponts ou 3 ponts partis pour dire la Côte d'Ivoire avance. Non. Nous allons construire ces ponts comme il le faut, parce que c'est un devoir de l'État. Et d'ailleurs, ce sont les mairies, ce sont les districts et ce sont les régionaux qui feront ce travail. Mais nous, quand nous serons aux affaires, c'est un engagement dans le sens de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire pour créer des emplois. Et Ouattara ne sait pas faire des emplois, parce que c'est un banquier. Comme le banquier qui s'est prêté de l'argent à la femme qui vend au marché, au pêcheur, à l'industriel, mais qui lui-même ne sait pas construire des emplois et qui ne sait pas comment on fait pour vendre un poisson. Ouattara n'est qu'un banquier, un parleur. Et les Ivoiriens sont fatigués des gens qui parlent. Les Ivoiriens veulent des gens qui fassent l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, des gens qui mettent en place des industries de base, des gens qui industrialisent leur agriculture, des gens qui mettent en place les industries d'extraction des matières premières et de transformation des matières premières, des gens qui mettent en place des industries automobiles dont nous avons besoin, des gens qui mettent en place les hauts fourneaux dont nous avons besoin pour mettre à disposition les matières premières qui sont utilisables dans les industries comme produits finis. Donc, c'est de ça. On veut des gens intelligents qui vont mettre en œuvre cette intelligence au profit des populations pour créer les conditions du plein emploi. Et Ouattara aujourd'hui a échoué parce que vous avez vu qu'il a promis 1 million d'emplois en 5 ans, soit 200 000 emplois par an, et il a été incapable de le faire. Il n'a fourni que 200 et quelques mille emplois en 4 ans, et c'est son propre ministre du budget qui nous donne ces chiffres. Et donc, confus devant la situation, honteux devant la situation, aujourd'hui il se promène avec sa bande pour dire qu'ils ont créé des emplois dans le secteur informel. Quand un président de la République et ses ministres arrivent à ce point,
C'est-à-dire nous sommes tombés dans le ridicule et dans l'échec. Et quand on a échoué, on part. Ouattara lui-même qui l'a dit, vous si vous avez échoué, vous partez. Vous devez partir, les Ivoiriens n'ont plus besoin de vous. C'est fini, il faut partir. Alors, docteur, hier, par exemple, à la signature de cette charte, nous avons constaté une absence de taille en la personne du ministre Essi Amara. Votre point de vue là-dessus? Le ministre Essi Amara était absent. Je crois qu'il était à la haie, c'est ce qu'on m'a dit, pour rencontrer le président Gbagbo. Alors, il faut savoir que pour la carte, Essi Amara n'est pas concepteur de la coalition nationale pour le changement ni initiateur. Il a décidé de rejoindre cette coalition. Il a décidé d'être parmi les postulants à la mise en place de cette coalition. Et donc, les initiateurs, à la base, sont les partis de la troisième voie, que vous connaissez, parce que nous avions d'abord mis en place la troisième voie, où il y a le CPR, l'UDL, le parti de Mamadou Koulibaly, et c'est cette coalition qui est allée vers les autres partis politiques. On avait déjà tenté une approche avec AFI, qui a échoué, et qui nous a trahis en décidant d'amener Toubou à la Syrie pour cautionner Ouattara. Nous avons dit, bon, non, on arrête avec ce monsieur, ça ne va pas. Et donc, nous sommes allés vers la frange originelle du FPI qui défend les conditions de la transparence des élections en Côte d'Ivoire et qui est opposé, comme nous, à M. Ouattara. Après, ceux du PDCI, donc ce qu'on appelle les directives ductibles, nous ont rejoints. Et donc, M. Essi Amara fait partie de ces irréductibles-là qui nous ont rejoints pour donner une forme à la coalition que nous voulions mettre en place, la coalition des opposants. Alors, donc, il n'était qu'un postulant pour la charte pour cette coalition. Et on nous a dit, en tout cas personnellement, on m'a dit que ces partisans qui étaient là n'ont pas signé la charte. Mais nous disons que ce n'est pas grave. Si lui-même il arrive à Abidjan, il va certainement signer. Mais s'il ne le signe pas aussi, ce n'est pas grave parce que tout le monde n'est pas obligé de signer la charte. La charte, ce sont des exigences. Quand on vous dit que désormais on ne vole plus les deniers publics, quand on vous dit désormais on condamne et on censure les discours ethniques et haineux, quand on vous dit que nous sommes engagés contre la déportation de tous les prisonniers et de tous les Ivoiriens, comme se fait aux États-Unis. Quand nos enfants ont des problèmes, on juge le problème chez nous, désormais en Côte d'Ivoire. On ne déporte plus nos enfants. Et donc, nous sommes contre la déportation de Charles Bleu Goudé et nous sommes contre la déportation de Laurent Gbagbo. Et que nous allons travailler à ce qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils reviennent en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation nationale sur le modèle sud-africain. Donc, il y a du contenu dans cette charte. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce contenu, s'il n'approuve pas ce contenu, il est libre de ne pas participer à la signature, à la mise en place de la coalition. Donc, ici, il n'était pas à Abidjan, il n'a certainement pas vu tout le contenu pour signer. Mais s'il ne signe pas, les Ivoiriens devront comprendre que, bon, voilà, qu'il ne veut pas prendre d'engagement dans ce sens. Mais il va rentrer à Abidjan, il va regarder les choses, il va certainement signer parce que c'est quelqu'un de raisonnable et donc quelqu'un aussi qui est engagé comme nous contre Ouattara. Et une fois que cela fait, il y a Barinok aussi qui était à l'étranger, moi-même j'étais à l'étranger, mais bon, puisque j'avais travaillé sur la charte longtemps, et même nous avons dit que il y a beaucoup de points à l'intérieur de cette charte que nous allons améliorer. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Moi, personnellement, j'ai soulevé de nombreux points, notamment 4 ou 5 points sur lesquels j'ai
émis des objections. J'ai dit, mais non, il faut que ce point-là soit vu. Mais on ne pouvait pas arranger, s'entendre sur tout parce que ça allait prolonger la signature de la charte. Donc nous nous sommes dit qu'on signe d'abord pour mettre en place la chose et après on améliore, on va insérer les différents points que les uns et les autres ont mis dans la charte. Donc soyons d'abord signataires et améliorons la charte en interne. À travers la réunion. Donc ça veut dire que, docteur, vous confirmez aujourd'hui que Essi Amara va signer cette charte? Non, je ne peux pas confirmer que Essi Amara va signer. Je ne peux que souhaiter que Essi Amara signe. Moi-même, à un moment donné, j'ai dit que je ne signais pas cette charte. Alors que j'ai participé fortement à l'élaboration de la charte en faisant des propositions. Mais, à un moment, je me suis dit qu'on ne fait pas, on ne change pas les choses dans la confrontation permanente. Il faut être à l'intérieur pour proposer, pour faire évoluer les positions. Il y a des gens ici qui disent non, tant qu'on ne prend pas en compte leurs exigences ici et là, ils attendent d'abord que ici arrive avant de signer. Donc, ici est un monsieur raisonnable, est un diplomate chevronné. S'il avait été là, je pense que les choses se feraient autrement. Alors, il va arriver et nous pensons qu'il va signer. Nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, nous avons signé et nous avons travaillé à l'amélioration de la charte. Voyez-vous, parce qu'il y a par exemple sur le point relatif au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous étions d'accord avec le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais dans la charte, nous avons dit il faut mentionner aussi le nom de Blé Goudé. Parce que lui aussi, il est déporté. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec... Docteur, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Blé Goudé? Parce que dans le temps, vous parliez de vous réconcilier avec Blé Goudé. Quelles sont vos relations avec Blé Goudé? Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de réconciliation nationale. Nous avons pardonné tout ce qui s'est fait par le passé et mutuellement. Aujourd'hui, Blé Goudé, ses amis me demandent d'aller voir Charles à La Haye. J'ai dit que j'étais d'accord. J'avais besoin juste de temps pour faire quelques paperasseries, pour aller vers là-bas, pour le voir, pour discuter. Donc c'est à quand votre prochaine visite à votre frère Blé Goudé? On a défini de date, mais dans le principe, c'est acquis. Ses amis me l'ont demandé, j'ai accepté, et je trouve que c'est normal d'ailleurs que j'aille discuter avec lui, en tant qu'homme, pour discuter de certaines choses, pour mettre à plat certaines choses, mais dans le principe, lui et moi sommes aujourd'hui dans un schéma de réconciliation. Nous sommes réconciliés, nous sommes des frères. Et d'ailleurs, Blé a toujours été mon frère. Que, vous savez, avec Blé, on mangeait dans la même assiette. On était dans le même bloc à Yopougon. On sautait la clôture de l'un pour aller prendre la sauce chez l'autre ou le riz chez l'un pour compléter la sauce de l'autre. Donc on a été très 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 proches. C'est d'ailleurs pourquoi notre conflit a été aussi dur. Parce que il y a les déceptions profondes viennent des amours profonds. Et donc, c'est des choses qui sont arrivées par le passé, mais nous ne sommes plus là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans la charte, j'ai dit, non, quand on parle de refus de déportation, il ne faut pas mettre uniquement le nom de Gbagbo, il faut mettre aussi le nom de Charles, parce que Charles aussi est déporté. Si on veut réconcilier les Ivoiriens, c'est avec tout le monde. Et nous avons dit, non, il ne faut pas se limiter à Charles et au président Gbagbo. Il faut mettre aussi que nous, c'est le principe même de la déportation des enfants de notre pays que nous refusons. Nous ne sommes pas prêts à déporter même Ouattara. Nous ne sommes pas prêts à déporter les autres fils, les seigneurs de guerre et autres. Nous sommes prêts à déporter personne. Nous pensons que les problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Et ce qui concerne la crise post-électorale, pour la réconciliation nationale, nous avons besoin que tous les fils du pays viennent. Et donc, voyez-vous, on n'est pas d'accord, on n'a pas été d'accord sur tout. Mais on a décidé d'améliorer en mettant en interne. Et c'est ce qui sera fait. Les hommes de ici ont voulu attendre de discuter d'abord de ces améliorations avant de signer. C'est aussi une méthode, un chemin. Donc nous respectons leur choix. Mais ce qui est un peu navrant dans cela, et c'est ce que je le dis, c'est que j'aurais voulu qu'ils soient membres fondateurs pour créer les améliorations. Maintenant qu'ils ne sont pas membres fondateurs, s'ils veulent rentrer, ils sont maintenant adhérents. Donc c'est les fondateurs qui vont analyser leur adhésion. Okay. Donc c'est un peu là, c'est navrant. Mais
Docteur, la régie me fait dire qu'on n'a plus assez de temps. Je vais vous poser la dernière question, une question personnelle. En mars dernier, vous déclariez que la coalition sera le début de la fin du régime Ouattara. Alors, la question que je vais vous poser, alors, est-ce que vous comptez mener cette bataille depuis l'étranger ou bien à quand votre retour au pays pour prendre part à cette bataille aux côtés de Kakabe, de Essi Amara, de Charles Konabani, de Mamadou Koulibaly et puis de Abdaman Sangaré? Je vous remercie. Vous savez, le combat politique est stratégique et comme je le dis souvent, chaque pas doit être un but. Et donc, nous posons des pas stratégiques. Le combat que je mène depuis l'étranger, vous comprenez que c'est un combat très important. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup de nos opposants sont bâillonnés. Ils sont traqués. Il faut des gens à l'extérieur pour regarder tout ça et pour apporter, n'est-ce pas, la vérité aux Ivoiriens sans craindre d'être le lendemain, de voir le lendemain chez lui des exercices pour venir le traquer. Donc, j'ai une posture de liberté qui me permet de dire clairement aux Ivoiriens ce qu'ils doivent entendre sur l'avancée et pour l'avancée de la démocratie. Il y a une différence entre vous et Kakabe, parce que Kakabe aussi dit cette vérité, il n'est jamais inquiété. Ben, vous voyez Kakabe qui a été maté à bon nom par le RDR, vous le voyez, ce frère qui voit ses meetings interdits, qui voit sa maison qui a été cassée sous prétexte que c'était des petits voleurs. Mais je veux dire que si nous ne sommes pas actuellement à l'étranger et que Ouattara peut mettre la main sur tous ses opposants et les encercler en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, Kakabe ne pourra plus parler, parce que s'il arrive quelque chose à Kakabe, il n'y aura personne dehors pour parler de cela. Donc, la stratégie veut même, je vais rentrer, ça il faut vous mettre ça clairement dans la tête, parce qu'il était important d'abord qu'on mette en place la coalition, pour que je rentre donc dans la carapace de la coalition, et donc je vais rentrer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il est important que dans notre schéma, il puisse avoir des éléments à l'intérieur et à l'extérieur. Et une lutte aussi, c'est important. Quand vous avez vu la lutte des Palestiniens, à un moment donné, quand c'était dur sur les Palestiniens, c'était la déléguée générale en France, Leïla Sharif, Leïla, qui menait véritablement le combat des Palestiniens. Parce qu'il y avait un blocus sur Yasser Arafat. Voyez-vous, donc dans le combat, il y a la stratégie. Et quand un élément est à l'extérieur, va penser que c'est forcément quelque chose qui peut être défaillant. Maintenant que nous avons mis en place la coalition, maintenant que nous avons un cadre institutionnel qui est une sorte de bouclier pour tous les membres, nous préparons maintenant le retour. Mais pour l'instant, nous avons des missions, c'est la mission d'installation des sections, des démembrements extérieurs de cette coalition. Nous allons terminer cela et nous allons entrer pour une autre étape qui passera aussi par la visite à nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest, la visite aux exilés, la visite aux camarades qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi les organiser pour les rentrer. Parce que nous voulons que tous les fils de la nation rentrent. Ce sera la fin de l'exil. Cette coalition va mettre fin au régime Ouattara, mais va aussi préparer le retour des enfants de la nation sur la terre de leur naissance. Et ce combat, nous le ferons. Et la victoire pour nous est certaine. Parce que ce combat est un combat sincère, c'est un combat pour le peuple, c'est un combat pour un changement. Et je voudrais rassurer les uns et les autres. Les fils du pays qui sont dehors, les fils qui sont chassés, je vous dis, séchez vos larmes, car bientôt, c'est la fin de la dictature en Côte d'Ivoire. C'est la fin de l'impunité en Côte d'Ivoire. C'est la fin des vols de deniers publics. C'est la fin de l'exclusion. Je veux dire à tous ces Ivoiriens, ces millions d'Ivoiriens qui sont exclus par la politique de rattrapage et par la politique limitée pour l'emploi de Ouattara, nous voulons dire qu'il y a un espoir nouveau. Et il y a un moment d'espérance. Il faut vous engager dans cette coalition. Parce que cette coalition, ce sont des hommes qui se battent avec conviction et qui n'ont que la
Merci bien, docteur. Comme je le disais tout à l'heure, on vous annonce pour une arrivée prochaine ici à New York. Je crois qu'on aura le temps de véritablement s'asseoir avec vous et puis élaborer davantage, aller dans ce sens de tout ce que vous avez dit tout à l'heure, de parler un peu de la politique que vous menez depuis l'extérieur. Nous aurons le temps aussi de parler de la coalition. Je pense que nous allons aller davantage dans la coalition avec les mots que vous venez de citer. Quel est véritablement aujourd'hui le rôle et je dirais la place de cette coalition quant à l'éradication de ces mots? On attend incessamment votre arrivée. Je crois que ça va se faire dans quelques semaines ici à New York. Ivoire TV serait très heureuse de vous recevoir. Docteur, juste en une minute, votre dernier mot pour nos auditeurs, pour les auditeurs d'Ivoire TV. Mon dernier mot à l'endroit de vos auditeurs et des Ivoiriens, c'est de dire n'ayez plus peur. N'ayez plus peur car des temps nouveaux s'annoncent sur la Côte d'Ivoire. N'ayez plus peur parce qu'il y a une page nouvelle de notre histoire qui s'ouvre. N'ayez plus peur parce que désormais ceux qui s'adonnent au pouvoir pour vous faire du mal ne seront plus là. Sachez que ceux qui sont aujourd'hui réunis ont décidé de se réunir autour d'un pacte. Un pacte qui met les intérêts des Ivoiriens au centre, qui met les intérêts de la nation au centre, qui met la question de l'unité nationale au centre, qui met la question de l'emploi de nos enfants, des jeunes et des vieux au centre de son combat. Ce sont des hommes qui ne sont pas des hommes nouveaux, mais qui ont signé un pacte pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Il faut faire confiance à ces personnes, parce que ce ne sont pas que des parleurs, ce ne sont pas que des vendeurs d'illusions comme Ouattara, qui vend de l'espérance, qui vend de l'espoir en parlant d'émergence pendant que les gens meurent, pendant que les assiettes sont vides, pendant que les universités sont fermées, pendant que les étudiants dorment dans les rues, pendant qu'ils cassent les maisons des pauvres citoyens, pendant que les gens n'arrivent pas à se soigner lorsqu'ils sont malades, pendant qu'ils mentent pour dire qu'ils mettraient en place une assurance maladie universelle, alors que ce n'est pas une assurance maladie universelle, c'est une assurance pour des privés et pour ceux qui ont les moyens. Et quand vous n'avez pas les moyens en Côte d'Ivoire, l'avenue de Ouattara ou la CMU de Ouattara ne pourra pas vous permettre de vous soigner parce qu'il faut obligatoirement cotiser. Nous avons une autre façon de voir la chose et de réfléchir à la mise en place de la couverture maladie universelle par cotisation à la base et non par cotisation individuelle. Voilà. Voyez-vous, chers compatriotes, il y a un temps nouveau, il y a un discours nouveau et il y a une Côte d'Ivoire nouvelle qui est en construction. Soyez de cette Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci bien, docteur. Chers amis d'Ivoire TV, c'était dans le cadre des grandes interviews de Germain Kwasi. Je recevais bien sûr le docteur Doumbia Major depuis Paris. Merci, docteur. On sait qu'il se fait très tard. Vous êtes déjà au petit matin à Paris. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation pour discuter un peu, je dirais, de la politique actuelle en Côte d'Ivoire. Nous vous attendons incessamment ici à New York. On aura le temps, bien sûr, de vous recevoir ici dans notre studio pour discuter davantage sur tous ces problèmes, les problèmes de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui nous concerne tous, une Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire indivisible. C'est la seule Côte d'Ivoire sur cette terre des hommes. Bien sûr, les problèmes de la Côte d'Ivoire nous concernent tous. Merci bien, docteur. Je dirais bonjour à vous puisqu'il est déjà au petit matin à Paris. Et puis, avec l'espoir qu'on se retrouve très bientôt, juste dans quelques jours, bien sûr, ici à New York. Merci, docteur. Je vous remercie et on se reverra, comme on dit, Inch'Allah. Et c'est la conférence des présidents qui décidera de notre arrivée parce qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça et il ne faut pas agir de façon anarchique. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci bien, docteur. Voilà. Merci. Bonsoir, chers amis d'Ivoire TV. C'était Germain Kwasi dans le cadre des grandes interviews. Merci bien. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.